And Vincent finished his master's last year. Was it this spring, Vincent, that you graduated? Yeah, it was, I think it was in end of April, I think. Okay, end of April. Yeah. So Vincent did some very interesting work using Fourier transforms and CNNs, and he was looking for optimal Fourier filters in the frequency domain at the input of the image, the input to the neural networks. He had some very interesting results that teach us things about the image in the frequency domain. And it's very special topic. It's as if CNN filters are typically 3x3 pixel windows, at the input of a neural network. Vincent looked at filters in the Fourier domain, which are in fact filters that are the size of the image itself. So it, allows us to integrate frequency characteristics over the entire spectrum of the image in one layer of convolution. And so Vincent has very interesting results in his experimentations in the Fourier frequency space for convolutional filters. On that note of introduction, I will leave the floor to Vincent. Okay, so yeah, je vais présenter aujourd'hui la même présentation que j'ai faite pour ma défense de thèse, qui portait sur l'autofiltrage des entrées de la convergence spectrale et les nommations fréquentielles, et l'utilisation des filtres en voie de puissance pour les réseaux de neurones convolutifs. Donc, on présentait d'abord l'introduction, puis la revue de littérature, puis les motivations, puis les principes de méthodes, dont la première est la SFSC, suivi la deuxième et troisième méthode sont les fils fréquentiels passent sur la voie de puissance, puis les résultats expérimentaux et la conclusion. Donc, les CNN, pour Convolutional Neural Network, sont des modèles d'intelligence artificielle utilisés dans divers domaines, dont la classe d'image, et qui ont notamment comme particularité d'être capables d'extraire des caractéristiques de leurs images entrées à l'aide des fils de couches de convolution. Ils vont avoir généralement une architecture qui va être surtout composée de couches de convolution et de couches de downsampling, qui vont être par exemple faites par des couches de pooling, des couches de convolution et des strates égales à 2. Bien qu'ils fonctionnent relativement très bien les CNN, plusieurs recherches ont porté sur les améliorations possibles de ceux-ci à l'aide de méthodes de pré-traitement des entrées utilisant le domaine spectral, tels que les ondelettes discrètes, les filtres en ondelettes de Gabor, la Shred Transform ou la Scattering Transform. De l'autre côté, d'autres ont cherché à faire des exploitations directes de domaine de Fourier, mais peu d'entre eux ont cherché à améliorer les performances de leur modèle. En effet, le plus souvent, ils ont plutôt cherché à améliorer les vitesses des calculs, effectuer des attaques en fréquence, mieux comprendre les CNN, ou effectuer des approximations fréquentielles des couches spatiales des CNN. Dans le travail de vue littérature, j'ai également identifié plusieurs défauts, surtout pour les méthodes, les recherches pendant des méthodes d'extraction de caractéristiques à l'addition de domaine spectral. Premièrement, beaucoup d'entre eux font des comparaisons inéquitables avec le modèle de référence, dans le sens où leur méthode n'est souvent pas la seule cause possible d'amélioration de performance. Deuxièmement, ils ont souvent besoin d'adapter l'architecture en fonction de leur méthode, ce qui rend souvent peu adapté à un modèle pré-entraîné, où on cherche généralement à ne rien modifier au niveau de l'architecture. Troisièmement, ils ont souvent un manque de reproductibilité et de fiabilité dans leurs mesures, dans le sens où on va souvent avoir une seule mesure, un seul type de modèle ou une seule base de données, ce qui rend souvent impossible de savoir si ça va fonctionner dans d'autres contextes que celui des départ. Tout cela a amené à avoir certaines motivations principales. La première est sur la littérature, l'apprentissage des ANN pour Artificial Neural Networks, visait d'abord l'apprentissage des basses fréquences avant d'attendre l'apprentissage des hautes fréquences. Par conséquent, on peut se demander si la simplification des basses fréquences pourrait amener à une convergence plus rapide. Deuxièmement, sur la littérature, les CNN utilisent l'ensemble du spectre fréquentiel. Par conséquent, utiliser uniquement les basses fréquences ou les hautes fréquences limiterait la performance, mais aussi utiliser un seul fil global plutôt qu'un découpage fréquentiel permettrait d'avoir la nécessité de ne pas avoir aucune modification à faire au niveau des architectures et donc une utilisation possible de ces méthodes sur l'entrée des modèles pré-entraînés au lieu de modifier leur sortie, ce qui est relativement peu courant par la littérature. Troisièmement, des propriétés est que les filtres qui correspondent le mieux aux entrées sont les entrées elles-mêmes, selon le principe d'autofiltrage.
Cela permettra notamment d'avoir des formes manuellement définies ou base des couches de composition qui appliquent toujours le même procédé, peu importe la situation et les entrées, dans le cas bien sûr où c'est le modèle est en mode test. Quatrièmement, au niveau des expériences, on va essayer d'éviter d'avoir les mêmes défauts que plusieurs charges de la littérature. On va essayer d'isoler la construction de nos méthodes par rapport aux autres facteurs possibles et effectuer également des expérimentations répétées sur plusieurs types d'architectures utilisées sur divers types de bases de données. Donc, le principe de nos méthodes, c'est surtout de dire on modifie uniquement les entrées dans le domaine spectral, dans le domaine de Fourier, mais on ne change rien au modèle. Donc, la technologie existante, c'est de dire, par exemple, j'utilise des couches de convolution spatiale avec des filtres locaux de petite taille, comme par exemple 3 par 3. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les images. On va effectuer un pré-traitement dans le domaine de Fourier, où on prend les images entrées, les mettre dans le domaine de Fourier, séparer la magnitude et la phase, puis uniquement modifier la magnitude de ceux-ci, et une fois ça fait, remettre ensemble magnitude et la phase pour les remettre dans le domaine spatial, et le CNN étudie ensuite exactement le même qu'on soit avec au centre de méthode, de manière à ce que la seule cause possible de différence de performance soit la présence ou non de nos méthodes. La première méthode qu'on a développée est la SFSC, qui veut dire Self-Featuring by the Spectral Complement. Et elle vise à remplacer la magnitude M du spectre des images entrées mises dans le domaine de Fourier par l'équation suivante, qui est M bar fois 1 moins M chapeau, égale à M bar moins M bar fois M chapeau. Où M bar et M chapeau sont deux versions de magnitude de M. Et donc, on dit exactement que c'est la magnitude M des images entrées qui a été mise pour avoir des valeurs entre 0 et 1. Ici, 1 moins M chapeau correspond au complément spectral, soit une version normalisée et inversée de M. Celui-ci va avoir un filtre à la même taille des images entrées qui ne dépend que de celle-ci. Il effectue une intégration locale et globale des magnitudes les plus élevées et ça va faire également une modification globale des fréquences plutôt qu'un découpage fréquentiel ou une modification locale dans le domaine spatial. Afin de mieux comprendre ce que fait exactement la SFSC, on peut dire qu'est-ce que ça donnerait si, au niveau d'équation, on utilisait la même normalisation pour les deux parties. Par exemple, un global max. Dans un tel cas, on obtiendrait l'équation suivante qui est M chapeau fois 1 moins M chapeau, qui est égal à M chapeau moins M chapeau carré, et qui aura des valeurs toujours supérieures ou égales à 0, vu que M chapeau a uniquement des valeurs entre 0 et 1. Ici, M chapeau carré indique les magnitudes les plus élevées et aura un aspect visuel similaire à une autocorrélation. Donc, dans cette mesure, c'est un peu comme si j'en enlevais l'autocorrélation des magnitudes aux magnitudes des images entrées. Cependant, utiliser un global max ne fait qu'une innovation ou un rescale to 0,1 uniquement selon la magnitude maximale, mais toutes les fréquences de M. Ce qui ne permet pas vraiment de prendre en considération les relations qui existent entre les différentes fréquences des images entrées. Pour ce faire, on a donc créé deux nouvelles couches, MN et AC. Je vais d'abord présenter avant d'expliquer le schéma. Donc d'abord, le niveau de MN, qui est la Max Normalization, celle-ci va simplement faire une somme pondérée, on va itérer dessous, des différents cas possibles de calcul de maximum qu'on peut faire sur les images entrées, qui ont les dimensions N, C et S, où N correspond à la batch dimension, C la channel dimension, et S pour la spatial dimension, ou ici pour les images de D correspond à S égale à hauteur et largeur. Donc, le MN va simplement utiliser une sommation pondérée qui prend en compte les différents calculs de maximum qu'on peut faire, qui sont présentés dans le premier tableau à gauche. Pour chacun d'entre eux, on va avoir un paramètre qui va donner la pondération à utiliser avec chacun d'entre eux. Tous ces paramètres-là sont initialisés au départ à 1 et on va laisser le modèle décider de lui-même qu'est-ce qui est le plus adapté à ses besoins. De l'autre côté, on a l'average choice, AC, qui veille surtout à voir si il pourrait être intéressant ou utile pour le modèle de faire une certaine simplification des différentes dimensions. Ou par exemple si les trois canaux RGB sont plutôt similaires, le mettre en nuance gris pourrait être avantageux pour le modèle. La seule affaire, c'est que pour l'average choice, celui-ci doit choisir un calcul de moyenne parmi ceux possibles, puisqu'on ne veut pas vraiment les combiner, tout en ayant le fait qu'on veut vraiment le réduire le nombre de dimensions utilisées. Au niveau du calcul, celui-ci va donc avoir un paramètre par choix possible, mais il devra déterminer, par contre, seulement ce paramètre à la valeur plus élevée sera utilisé à chaque fois durant son apprentissage ou leur mode test.
Au niveau du schéma, donc, on va avoir d'abord une magnitude M des images entrées qui va être envoyée à un premier MN norme 0 numéro 2 pour le calcul de M bar. Et de l'autre côté, on va aussi envoyer cette magnitude M à un autre norme 0 numéro 1, puis ensuite à l'average choice. Et si un calcul de moyenne est effectué, on va l'envoyer à un deuxième maximization, norme 1, pour légèrement corriger les valeurs utilisées. On peut regarder ensuite qu'est-ce que ça fait exactement à la SFSC. En regardant par exemple que c'est celle qui a été apprise par le Resident 34 de KDE sur une image de KDE. Donc, dans l'ordre, on a l'image originale, puis norme 0 numéro 2, M bar, puis norme 0 numéro 1, AC égale à 1, norme 1, M bar fois M chapeau, 1 moins M chapeau, et l'image finale qui est encadrée en rouge. Entre l'image originale et l'image finale, on remarque surtout une importante baisse des basses fréquences, mais qui n'ont pas non plus été complètement éliminées. Et par le fait, on a réduit les basses fréquences, les moyennes et autres fréquences relatives aux détails des images sont plus visibles. Par exemple, on remarque les lignes dans les cheveux, qui étaient très peu visibles dans l'image originale, le sont beaucoup plus dans l'image finale. D'autres détails sont également un peu plus visibles par rapport à avant. Et le fait d'avoir réduit les basses fréquences simplifie donc l'image pour la rendre plus facile pour le modèle à être utilisé. On note également que l'image finale peut être obtenue par le fait de multiplier l'image originale avec 1 moins M chapeau, ou simplement dire l'image originale moins M bar fois M chapeau, qui ressemble beaucoup à une autocorrection de l'image. On montre ici d'autres résultats avec notamment le cas de AlexNet plus Patchmation, entraîné sur des déclenchages avec une image DDD. Et globalement, on marque encore une fois le même genre d'aspect entre l'image originale et finale, soit le fait d'avoir beaucoup réduit les basses fréquences et d'avoir mis un peu plus en détail les moyennes et hautes fréquences, qui permet de mettre en évidence certains détails qu'on ne voyait pas vraiment avant. Par la suite, on a la deuxième et troisième méthode, qui sont les fils fréquentiels passant à la loi de puissance de forme oméga exposant gamma. Ceux-ci ont une forme inversée par rapport à la magnitude des images, comme pour la SFSC. Et on va simplement ici utiliser l'une des deux équations présentées au milieu. La première est de dire qu'on applique ces filtres sur la sortie de la SFSC, tandis que la troisième méthode consiste plutôt à utiliser ces filtres directement sur la magnitude des images entrées. Ces filtres sont définis par les équations présentées en bas, où D correspond à la distance euclidienne de rapport au centre, ou la fréquence à 0, DC, et oméga exposant gamma correspond à D divisé par max de D, le tout exposant gamma, et aura des valeurs uniquement entre 0 et 1. Ici, on peut avoir comme hyperparamètre ou paramètre D, max de D et gamma, donc, et qui peuvent donc être appris ou fixes. Et on va regarder par la suite les effets relatifs au max de D et gamma sur la forme des filtres, les images et les images. Donc d'abord, si on regarde les effets relatifs à la variation de gamma sur la forme du filtre, on remarque surtout que plus gamma est faible et plus on garde les basses fréquences, alors qu'à l'inverse, si on l'augmente, ben on les réduit. Et donc, on garde à la fin que les moyennes ou juste les hautes fréquences. Au niveau des effets relatifs à la variation de gamma sur les images filtrées, on remarque encore une fois que plus on augmente gamma, plus on réduit les basses fréquences. Au point que, par exemple, et aussi que en gamma égale à 1 ou gamma égale à 2, par exemple, ça correspond respectivement à la dérivée première ou la dérivée seconde. On marque aussi expérimentalement, les résultats ont montré que les valeurs de gamma au niveau de filtre fixe, celles qui étaient les meilleures, étaient les valeurs de gamma entre 0,25 et 0,75, donc c'est encadré en rouge, puisque si on élimine trop les basses fréquences, ça nuit aux performances du modèle. Au niveau des effets relatifs au choix du MN, maximization, c'est la forme d'un filtre fixe. Donc ici, la première ligne, c'est gamma égale à 0,5 et la deuxième ligne, gamma égale à 1. On remarque surtout que le max et max, c'est un peu la forme du filtre original, tandis que le maximum numéro 3 correspond simplement à un maximum si on est R, G et B. Il a pour conséquence au final de donner un filtre qui élimine uniquement DC. Les deux cas vraiment intéressants, c'est les deux cas de l'une max, qui vont au final être une sorte d'entre-deux entre le filtre original et finalement le maximum numéro 3, qui correspond plutôt à l'image originale. Et donc, le fait d'apprendre le MN permet d'ajouter une flexibilité supplémentaire au modèle
pour changer la forme du fil sans pour autant avoir à modifier la valeur de gamma. Donc, au niveau, on prend ici certains résultats obtenus c'est choix du MN sur les images filtrées, avec par exemple le filtre en oméga, avec oméga exposant à 0,5. Et on marque encore une fois surtout que les deux cas de l'Imax sont encore en rouge, sont une sorte d'entre-deux entre le filtre original qui a Global Max et Max et l'image originale qui est équivalente ici au maximum numéro 3 vu qu'on a éliminé DC. Différentes expérimentations ont été effectuées afin de déterminer quelles seraient les meilleures configurations pour les fils fixes, pour les fils fréquentiels. Et au final, 4 configurations ont été sélectionnées. Et l'application se fait uniquement par une multiplication avec les entrées. Donc, le fil numéro 1 et numéro 2 s'appliquent à la sortie de la CFSC, tandis que le fil numéro 3 et numéro 4 s'appliquent directement sur les images entrées. Et au niveau du tableau, donc, le fil numéro 1 correspond à l'apprentissage de gamma et de D, et on utilise un global max avec un seul filtre. Le fil numéro 2 correspond à simplement apprendre le MN. Le numéro 3 correspond à apprendre uniquement D et utiliser un INMax avec un fil par canal. Et le fil numéro 4 est la même chose que le numéro 3, mais on change le INMax par un maximum appris. Au niveau du nombre de paramètres, on remarque surtout que, outre le cas de fil numéro 2, vu que les autres apprennent D, le nombre de paramètres utilisés peut être relativement élevé, surtout dans le cas où la résolution des images serait importante, vu que l'ensemble des pixels du filtre est appris. Au niveau des résultats expérimentaux, donc au niveau d'avoir des conditions d'exploitation, on a effectué de la classation d'images avec la table d'architecture unique utilisée sur CIFAR, les images naturelles, TTT avec les textures, KDF avec les émotions du visage, et à chaque fois 5 ou 10 exécutions par configuration. Dans le cas de CIFAR, c'est vraiment des catégories avec 10 classes et 60 000 images totales, 50 000 training, 10 000 tests, avec par exemple globalement des classes telles que cheval, bateau, camion, orignal, etc. Dans le cas de TTT, c'est surtout des textures avec 47 types de textures et un total de 5140 images. Et dans le cas de KDF, c'est surtout la connaissance des émotions du visage avec 4900 images séparées parfaitement en 110 personnes avec un nombre exactement pareil au niveau ratio homme-femme, nombre d'émotions et le nombre aussi d'orientation du visage. On effectue au niveau des expérimentations sur CIFAR les 4 cas de CIFAR qui sont possibles avec CIFAR 10, 10+, et CIFAR 100 et 100+, où le plus veut dire avec implementation. Et on a utilisé 7 CNN avec les versions pour CIFAR. Dans le cas de D from scratch, on a utilisé 8 CNN avec les versions pour ImageNet. Dans le cas de CNN entraîné sur ImageNet, on a utilisé 6 CNN. Et dans le cas de KDF, on a utilisé 5 CNN. On a également essayé d'avoir de l'architecture de type varié, avec notamment des cas d'empilement de couches, avec notamment AlexNet, VGG, VGGM, et un CNN référence qui est un très petit modèle ayant uniquement 55 000 paramètres. On a utilisé aussi des codes avec des skip connection par addition, qui est ResNet et WriteResNet, et également le code DenseNet, qui est des skip connection par concaténation. Globalement, au niveau des résultats obtenus, on a présenté ici sur un tableau résumé. On remarque d'abord au niveau de la colonne des gains globaux que les gains sont relativement variables dans l'ensemble, avec des gains pouvant varier par exemple de 0,08 à plus 3,73%, avec dans le cas de CIFAR des gains toujours plus élevés pour les cas sans implementation en raison du overfitting. Mais même si les gains sont parfois relativement légers de manière globale, le nombre de cas de performance est toujours en faveur de la SFSC. Dans le cas de CIFAR, on a par exemple 4 sur 5 à 5 sur 5 cas de performance, et pour les autres, ça peut varier par exemple de 7 à 10 sur 10. Parmi ces nombres de cas de performance, plusieurs d'entre eux ont des gains de plus d'1%. Dans le cas de CIFAR, c'est extrêmement variable. Ainsi que pour le TT from scratch, ça va par exemple de 4 sur 10 à 10 sur 10. Et l'un des plus intéressants, surtout le cas de TT avec des scènes entraînées, où le ResNet 50, qui est celui en a eu les meilleures performances, a eu 7 sur 10 cas de gains de plus d'1%. On note aussi que dans tous les modèles testés, seuls 2 cas d'exception ont eu des baisses de performance légères, soit le WriteResNet et le DenseNet, où les valeurs globales étaient de moins d'1%. On note aussi que pour le DTT from scratch, on avait des améliorations plus fortes pour les gros CNN dus au surapprentissage. Pour le DTT des CNN pré-entraînés, on note surtout que par rapport à la littérature, on a modifié vraiment ici les entrées de modèles pré-entraînés et non leur sortie,
ce qui est relativement assez très rare dans la littérature. Finalement, pour KDF, on a surtout qu'on a eu des améliorations de performance malgré le fait que c'est un dataset très facile où la plupart des modèles a plafonné autour de 93-94% d'accuracy. Donc, même dans le cas d'un dataset très facile où tous les modèles atteignent des performances très rapidement qui sont très élevées, la CFSI a réussi à les améliorer malgré tout. Tout ça vient de montrer que la CFSI a prouvé son efficacité et sa fiabilité, son utilisation sur divers types d'architectures et divers types de bases de données. Son seul défaut principal, selon moi, est le fait qu'elle peut laisser des ajustements des paramètres d'apprentissage de ses poids, mais ceux des poids de CNN sont toujours restés inchangés. Ce défaut-là est valide autant pour la CFSI que pour les fils différentiels. Et on a également que la CFSI ajoute uniquement 20 paramètres au début du CNN qui sont reliés à ceux utilisés par les MN et aussi l'AC. Au niveau des fils différentiels, ceux-ci améliorent généralement les modèles sur CIFAR, TTT from scratch et KDF, où c'est uniquement pour les fils 1 et numéro 2 qui ont amélioré les performances. Par contre, les CNN pré-entraînés sur DTT ont dû être exclus vu qu'ils obtenaient des très mauvaises performances, vu que les entrées étaient trop modifiées par rapport à ce qui était utilisé sur ImageNet. On a également les performances étaient généralement inférieures à la SFSC, bien qu'il y ait quelques exceptions, comme par exemple le cas de DenseNet, où tous ont été meilleurs que la SFSC sur 6% mais toujours inférieurs à la référence. Dans le cas du RadVisNet, 3 sur 4 fils ont été meilleurs que la SFSC sur 3 sur 4 codes CIFAR, mais 2 sur 4 fils ont été meilleurs que la référence sur CIFAR 10 et CIFAR 100. Pour VG11 plus Batch Simulation, les fils ont tous été supérieurs à la SFSC sur CIFAR et les from scratch. Et pour KDF, le fit numéro 2 a été meilleur que la SFSC pour tous les modèles. Malgré tout, encore une fois, globalement, ça reste que la SFSC est celle qui fonctionne globalement le mieux. On a aussi que l'un des défauts aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment un seul fit qui se démarque plus que les autres de manière globale. En effet, par exemple, le fit numéro 2 est le meilleur sur DT from scratch et KDF, mais c'était le plus mauvais sur CIFAR. Alors qu'à l'inverse, le fit numéro 3 était meilleur sur CIFAR, mais le plus mauvais sur les deux autres. Donc au final, la SFSC reste globalement plus favorable. On a aussi effectué quelques expérimentations supplémentaires, pour aller un peu plus loin. Ceux-ci sont en nombre de 3 et ont été uniquement faites avec les 4 codes CIFAR qui est une référence, c'est un très petit modèle. Donc, au niveau de la CFSC, la première méthode, ceux-ci ont permis de démontrer que les formes fixes et partiellement apprises pouvaient améliorer le modèle. Elles ont également démontré que les deux chemins étaient importants et que la forme utilisée était également préférable par rapport à simplement, par exemple, normaliser en fréquence les entrées. Donc, globalement, la CFSC originale était également meilleure en raison de sa flexibilité et sa capacité d'adaptation. Au niveau des fils différentiels, la deuxième et troisième méthode, les expérimentations supplémentaires ont permis de démontrer que les formes fixes pouvaient améliorer les modèles et même être parfois supérieures aux fils appris. Malgré tout, ceux appris avec des globalement meilleurs les tests préliminaires avec plusieurs CNN et bases de données. Au final, donc, la SFSC a prouvé son efficacité et sa fiabilité sur l'utilisation sur divers CNN, au poids aléatoire ou pré-entraînés, et divers types de bases de données d'images. Les seuls cas de perte de précision ont été le DenseNet et le RadVisNet 6.8, qui ont globalement eu des pertes de performance de moins de 1%. Au niveau des fils différentiels, ceux-ci améliorent la part des modèles, mais sont généralement moins bons que la SFSC, mais qui l'ont parfois dépassé. Au niveau des futures recherches possibles relatives à ce qui a été effectué, c'est vrai que moi, se concentrer surtout sur la SFSC, pour par exemple améliorer ses défauts principaux, qui sont l'ajustement des paramètres d'apprentissage ou les deux cas d'exception, ou sinon, par exemple, l'utilisation possible à l'intérieur des CNN, de la SFSC ou ses variantes, et logiquement aussi l'utilisation de son utilisation dans d'autres types de tâches, la création d'images 2D, telles que des images 3D, ou d'autres tâches que la segmentation d'images, ou bien d'autres. Voilà, c'est fini. Nice. So thanks, Vincent, for that presentation. Does anyone have any questions on this work? Did the result come across? Does anyone have any experience with Fourier domain processing and deep learning?
I have a question. I'm not sure if I understood everything well, but it seems to me like the Fourier transform is a linear transform. So that is something that could be learned by a neural network by itself. So is there any intuition that you can give where having these explicit transforms can give better results than have the network actually learn either the same transforms or other transforms? Or I know that for some research I've already made about, for example, that deep learning was trying to learn the Fourier transform, but I think it was hard for the AI model, and globally it was simpler to simply do the Fourier transform. After that, making this transformation in the special domain could probably be possible, but seeing that it's much easier to doing in the Fourier domain, I don't think it will be that much valuable to trying to do this, while it's very much simpler in the Fourier domain. Just one question, Vincent, didn't you try to learn like the entire Fourier transform at some point? You know, No, you tried to train all the characteristics? No, but I never tried to, for example, learn make the spatial to Fourier domain transformation learning. But I think that you Mathieu already showed me a publication that was trying to do that at some point. All right. Well, if no one has any more questions, that was the presentation for today. Great. Excuse me, Thanks, Mathieu. Vincent. Yeah. Thanks, Vincent. Just a quick question. Okay. That was very quick. Ahmad, are you still there? Yeah, I'm here, but I think they closed. No, go ahead. We're listening. Great. Just a quick question concerning the Fourier transform. Did they apply the Fourier transform on the image as a step before the CNN it works itself, or the Fourier transform filter on let's say Fourier transform like pre-step? So this Fourier transform, it's changeable with the back propagation of CNN, or just like a pre-step before the CNN itself? Vincent, do you want to answer that? That's right. Not sure I want to buy. For learning the Fourier transform, I don't really have that much clue on that. But I only knew that at one point it was some AI, by some research I've been trying to do this, but that in the end it was just simpler to doing the mathematical transformation than trying to learn it. But other than that, I don't have any more clue on that. Because you know that there is some methods they use the Fourier transform before they apply the CNN. So the CNN, it takes the frequency image as the input. So is it exactly what you are doing in your project? Not exactly, no. In my case, for example, the image, and after we transform it, is returning the spatial domain. So the image, in both that with and without our method will be in spatial domain. But it's true that some research can be made of trying, for example, to use the Fourier domain representation, for example, either real or imaginary or magnitude and phase as input for a standard CNN, or for example, a CNN that was trying to read only in the Fourier domain. But in our case, our CNN is very only in spatial domain. So we only modify temporarily the input in the Fourier domain, and then after that we return to spatial.
So how you transform your image to Fourier domain? Let's say you have simple image. How this image will be as frequency image? By example, in our case, the image was simple from a spatial domain, so we just applied the FFT, and then we separate the magnitude. We since it's a real and imaginary part, we just convert this to magnitude and phase. Then we take the phase, we modify it, then we put together magnitude and phase to return to real and imaginary, and then convert back with EFFT to the spatial domain. I see. Thank you, Vincent. I would say that one of the goals of this project was, well, at first of all, Vincent's really interested in fundamental principles and stuff like this. And so one of the goals of this project was to look at the fundamental property of frequency, Fourier frequency of the image. And we asked ourselves, is it possible to come up with some deterministic transform, essentially deterministic transform, to in the frequency domain that would improve the accuracy of a CNN? Because a lot of people have tried and it's not possible. For example, doing like a wavelet decomposition, before a CNN or a specialized decomposition, in general, it doesn't work. It doesn't improve upon what the CNN will produce. And so this is what Vincent came up with, and it's supported by a signal to noise model of white noise. So as far as we know, this is the first deterministic transform that has been applied to the network. Simple, 20 extra parameters, and it'll improve your CNN by a couple of percentage points. So that was kind of the goal of the thesis, and it would be very interesting to know if we could learn, a transform, across the entire spectrum. That would be, the ideal project would be to come up with a deep neural network completely in the Fourier domain itself. And the main challenge is the non-linearities that the ReLU introduces to the flow of information. And so, but one could imagine a project, where we learn all of the transforms necessary, including the ReLU, in the deep network. And that would be very cool and interesting to try. And those are my thoughts on that. Matthew, this is excellent. Just I want to say also that I see some or I saw some papers related to signal, and the signal transformed to or applied Fourier transform to signal, and then from signal to image. Then they use a result of Fourier transform image as inputs to CNN. And this, I think, was some function built in recent MATLAB version. Well, oftentimes the convolution operations will be implemented in the frequency domain, especially if the convolutional filters are very, very large. It's kind of there's a threshold of the filter size, and if the filter is very, very large, then you use frequency domain. Right. And so it sort of depends on the application domain, a sound processing, 3D image processing. Excuse me, concerning the comparative studies, what is the measurement you did? It means AUC, accuracy, what exactly? How you compare between let's say, the experiments you did? For in our case, for the metric, we mostly use accuracy, especially since the dataset was every time perfectly uniform between the number of images between the different class, and every time that we make that everything other than the presence or not of the method was exactly the same. So every parameters, random seed, everything else was all fixed. That the only difference that can cause a different performance can be yes or no, we use our method. And even to make sure that, for example, some possible variation of the FFT on the value of the image can be there,
example, if the mental model was without our method, we also do the FFT transform, but we just don't change the magnitude because it's not in magnitude. And by doing so, we make sure that the only possible difference can be just the method. And we also repeat the experience 5 to 10 times every time with different random seed, just to make sure that we take that in account. And so that the final result is presented as the mean and STD, or example, the median of the different results we got. Did you try to see if it works also if you use the medical image? No, I didn't have the time to use, for example, medical image, but it's sure that for future work, it could be very interesting to try that. I see. Thank you. I can show one interesting image that Vincent doesn't necessarily talk about much, but just a visualization of these filters, what they look like in the spatial and frequency domain. So, for example, these would be 3x3 filter. Can you see my screen? Yeah. Okay. Yeah. So these would be the inputs to input RGB filters, learned by a standard input neural network. And these are the magnitude spectra in the Fourier domain. So here we can clearly see, for example, there's these complex derivatives, being created, something like a complex first order gradient filter, and so this is something I had never seen before, but I was interested in the wave function structure of these filters. And so the Fourier domain ones are at the scale of the image. And so yeah. And so we see these patterns of symmetry emerging from the filters that we extract in our approach here. And they're essentially these kind of like, low pass filters, low pass frequency filters, or some kind of spatial derivative in a certain direction. And so those are just some nicely, nice little pictures of, the frequency domain, which are very, I really like. They're very eye-catching. Okay, so I guess if there are no more questions, we can thank the speaker for the presentation. Thanks a lot, Vincent. Thanks, Vincent. And yeah, and we're going to have a seminar in 2 weeks. While the person is not here, it's Ismael. I will let you guys know what the topic will be as soon as I find out. Okay, so have a good week, everyone. I know. Bye. Take care. Merci, au revoir tout le monde. Bye, guys.